Bonjour à tous, on se retrouve une nouvelle fois pour ce quatrième épisode du podcast, le Champions Talk. Donc, je suis avec les mêmes intervenants, Bonjour, mes hein. collègues, Axel et Georges. Salut à tous. Bonjour, bonjour. Donc, on va discuter aujourd'hui de la sixième et dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions et de l'Europa League. Donc, on va discuter des clubs français. On a en sujet numéro 1 Dortmund contre le PSG. Ensuite, on a Lens qui va essayer de se battre pour la place en Europa League. Et enfin, on a la finale du groupe B, Brighton, club cher à notre intervenant, et l'OM, qui est cher à Axel aussi. Ouais, mais dans l'autre sens du terme, du coup. Ok, messieurs, je vous propose de démarrer de plus belle avec le plus gros choc dans tous les cas de cette journée. C'est bien donc Dortmund-PSG parce qu'il y a des scénarios qui font trembler Axel, qui l'empêchent de dormir ces dernières nuits, qui peuvent éliminer le PSG. Donc, après, je peux vous les rappeler si vous voulez, mais je vous laisse débattre gentiment et après, je vous balance 2-3 stats qui, je pense, vont pas trop te plaire, Axel. Ouais, non, mais je pense que ça va être un peu à l'encontre de ce que je pense. Mais bon, on espère bien sûr une victoire du PSG. De toute façon, en cas de victoire, Paris sera premier. Donc, on aura oublié tous les déboires des derniers matchs. Mais faut encore gagner un match à Dortmund qui va être compliqué, qui a gagné ses 3 derniers matchs en Ligue des Champions. Donc, ça va être encore plus complexe. Je pense qu'il y aurait vraiment une équipe très, très différente du match aller, que Paris avait ultra dominé, où Ugarte avait été exceptionnel, Zaïre Emery aussi. Là, ça va être un peu plus complexe avec un milieu de terrain qui sera un peu en reconstruction, je pense, au PSG. Et contre une équipe de Dortmund qui commence à surperformer. Donc, à voir ce que va nous offrir ce match. Mais bien sûr, une victoire du PSG, on n'est pas contre, quoi. Je me permets juste de te couper avant de te laisser la parole, Georges, pour revenir juste sur le contexte de ce que tu disais. Donc le dernier match, c'était le match aller, c'était une victoire 2-0 pour le PSG avec un but de Mbappé et d'Hakimi. Après, depuis, donc les formes de l'équipe ont quand même bien changé. Par contre, on a une défaite de Dortmund ce week-end contre Leipzig. Donc Leipzig qui est très bien placé aussi. Ouais. En Bundesliga, mais une défaite 3-2 à la maison. Bon, après, il y a eu un rouge de Meuls à la 15e, donc je pense que ça les a quand même bien handicapés. Et du côté du PSG, c'est une victoire contre Nantes. Bon, Nantes, c'est pas non plus transcendant, avec le but de Barcola et de Colomboigny. Donc, c'est un petit peu pour remettre en contexte les formes des deux équipes. Georges, si tu veux te lancer, vas-y, fais-toi plaisir. Oui, c'est un match très haut risque pour le PSG et pour le football français en général, parce que si le PSG perd, il y a la possibilité que l'élimination très, 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 très tôt dans la saison, qui est pas. Donc, c'est pas ouf pour le football français, c'est pas ouf pour le PSG, bien sûr. Il y a un match à haut risque, c'est ça, c'est ça. Et en extérieur, en Ligue des Champions, ça a été très difficile contre Milan, surtout contre Newcastle, mais et aussi par rapport à la dernière match contre Dortmund, c'est vraiment un autre scénario, c'est vraiment une autre équipe qu'on voit. Heureusement, je pense pour le PSG, il y a le retour de Zaïre Emery contre Nantes. Je sais pas si il va être prêt pour débuter le match, pour commencer le match contre Dortmund, mais faut avoir son implication si on veut voir le PSG dominer le ballon dans le milieu de terrain, parce que contre Nantes, au début de la match, peut-être les premières 30 minutes contre Nantes, il y avait beaucoup de possession, mais pas vraiment de possession dangereuse. Stérile, ouais. C'est un peu comme ça avec les équipes de Luis Enrique. Si on n'a pas un milieu de terrain de qualité comme Zaïre Emery, malgré son très très jeune âge. Donc, oui, match au risque. Autre risque. Il y a vraiment une possibilité que le PSG ne gagne pas, surtout en extérieur. Après, du coup, il faut encore qu'il y ait un gagnant entre Newcastle et Milan. Ouais. C'est le match nul.
Mais oui, non, mais je pense qu'il alignera Enrique pour la simple et bonne raison qu'il l'a fait jouer une demi-heure, 25 minutes, une demi-heure, Mm. face à Nantes samedi soir. Donc, si on prend ça, plus les 2 jours d'entraînement, vu qu'ils n'ont pas de repos aujourd'hui, les 2 jours d'entraînement, pour moi, je vois quand même Zaïre Emery débuter la rencontre. Par contre, la question qui va se poser, c'est qui va mettre sur la droite, vu que Dembélé a pris un carton jaune stupide, et vraiment stupide face au Milan, en tapant la balle comme un crétin là, et du coup, bah, il est suspendu pour ce match décisif. Et quand on sait que Dembélé, en plus, ancien de Dortmund, pourrait profiter des largesses défensives allemandes, c'est vrai que ça fait du mal. Donc, qui va mettre sur le côté droit? Je pense plutôt pour un Marco Asensio qui revient, qui fait quelques entrées. Il peut profiter de son expérience. Il va pouvoir aussi apporter les frappes lointaines et la qualité de passe dont on le sait capable. Et, euh, et donc, c'est pour ça, soit lui, soit peut-être un Barcola. Mais je le vois mal évoluer sur le côté droit, sachant que bah, depuis qu'il arrive au PSG, il joue sur la gauche. Donc à voir qui va être sur ce bon vieux côté droit. Et puis en pointe, de toute façon, il va mettre Colomoni comme d'hab. Donc, on va dire qu'on va se faire chier pendant à peu près 60 minutes jusqu'à temps qu'il décide de mettre Gonzalo Ramos. Et donc là, on pourra essayer de voir un peu de jeu. Donc on verra bien. Mais, Ouais. mais il y a aussi le débat de le positionnement de Mbappé parce que c'était un peu, j'ai pensé que c'était un peu l'expérimentation contre le Havre, mais Luis Enrique, il a commencé Mbappé en pointe pour le Mm. deuxième match. Est-ce que tu penses que ça va continuer contre Dortmund? Mais parce que j'ai vu la performance de Mbappé contre Nantes, Bah, du Mbappé, c'était quoi. pas, non, exact, exact. Il a, il a voulu, il a voulu faire le meneur de jeu. Bah, il a mal joué, comme d'hab. Exact. Exact. En Donc, fait, je sais pas si c'est ça le débat. Je sais pas mm, s'il va commencer avec un Mbappé en pointe parce que ouais, je peux voir les bénéfices, les plus qu'il ajoute. Par exemple, il est plus près de goal, de la but, plus proche de la but, c'est ça. Pardon. Et des glitch de langue. Mais il est plus proche de but, il mm. peut jouer il peut faire les gars entre le jeu et tout, mais il n'a pas, il a pas démontré ça contre Nantes. Donc, Ouais, mais là, le problème de Mbappé en neuf, c'est que si jamais il y a un bloc bas en face, avec une défense du coup très basse, Mbappé ne sert strictement à rien. Parce que quand tu as un bloc bas en face, tu veux Mbappé sur le côté qui va dribbler un ou deux joueurs, passer entre un ou deux joueurs et aller centrer pour un attaquant. Nantes a très bien joué, j'étais au stade. hmm. Nantes a très bien joué, ils étaient bons dans les duels. Et les quelques éclaircies qu'on a vues, c'est passé sur les côtés, comme souvent avec le Paris Saint-Germain. Et c'est là où on attend Mbappé. Là, clairement, face à Nantes, il était clairement invisible. Mais comme d'hab, hein, quand Mbappé joue en neuf, qui veut dézonner, il va chercher la balle au milieu de terrain, comme le faisait Neymar ou comme le fait Messi à la belle époque. Sauf que Mbappé n'est pas ce joueur-là. Et c'est là qu'il doit progresser, c'est dans cette façon de rester devant et de faire les appels. Si jamais Dortmund, on laissait à ses largesses défensives, qu'on peut retrouver dans le championnat d'allemand, là, Mbappé sera très utile en neuf et pourra avoir genre 5 ou 6 occasions dans le match. Mais si jamais Dortmund attend le PSG comme Newcastle l'a fait ou comme le Milan l'a fait après avoir ouvert le score, là, ça va être plus compliqué pour Mbappé en neuf. Après, pour l'instant, il y a une compo possible hein, là, qui a été enfin, qu'on peut voir. Ça serait la même attaque contre Nantes hein, avec Lee, Mbappé, Barcola, donc Mbappé en pointe. Et après, derrière, on aurait Hakimi, Marquinhos avec Skriniar ou Danilo, Hernandez aussi sur le côté. Et au milieu, ça serait Ugarte, Zaïre Emery, Vitinha. Après, ça, c'est pas encore confirmé. Mais, Pour le coup, le milieu de terrain, oui, je vois bien Ugarte, Zaïre Emery, Vitinha. La défense, j'espère voir quand même Mukiele pour pas refaire les mêmes erreurs que face au Milan, c'est-à-dire avoir une défense vraiment, vraiment lente pour le coup, face à Newcastle, pardon, avoir une défense vraiment lente. Voilà, tu mets Mukiele sur le côté gauche et Hernandez dans l'axe, pour moi, c'est quand même mieux. Après, est-ce que tu profites de l'expérience de Skriniar et de sa présence au coup de pied arrêté, à voir du coup si Enrique ira de ce principe-là.
Ok. Côté Dortmund, rien à signaler. Côté des joueurs en forme, pas de un spécial de votre côté. Marco Reus, toujours égal à lui-même. Par ça. Royce toujours là, Brandt qui est très fort. J'ai vu aussi que Niklas Soule serait Ouais. blessé, donc une bonne nouvelle entre guillemets pour le Paris Saint-Germain, quand on connaît la rugosité de ce joueur-là. Buteur contre Après, Leipzig. hmm, Buteur contre Leipzig d'ailleurs ce week-end. ouais, donc à voir s'il sera dans le groupe. Mais sinon non, non, rien à signaler. Ça reste une meilleure équipe que quand on l'a quitté il y a plusieurs semaines. Donc on verra bien. On verra bien, ce sera compliqué pour le PSG. Ok. Juste avant de basculer sur le prochain sujet, juste une petite remise à niveau des enjeux. Je sais que ça va pas trop te plaire de réentendre ça, mais du coup, le PSG, donc, qui serait éliminé il y a 3 scénarios. Donc, s'il perd, dans tous les cas, contre Dortmund, et après, c'est soit Newcastle bat Milan ou Milan bat Newcastle, le PSG passe pas. Et après, l'option du match nul. Et s'il y a match nul face à Dortmund et que Newcastle bat Milan, c'est Newcastle qui passe parce qu'il y a une meilleure différence de but. Donc, Et si jamais Milan gagne et que Newcastle fait match nul, Paris est quand même deuxième, si je dis pas de bêtises. ouais. Vraiment, c'est ça. Ouais. Après, là, juste aussi pour l'anecdote, c'est la première fois en 15 participations en Ligue des Champions, enfin 15 campagnes, que les Parisiens jouent leur qualification lors de cette dernière journée Ouais. de groupe. Donc, ouais. Ouais. Ça va être complexe. Pas de souci pour le PSG. Ils vont gagner l'Europa League facilement. Ouais. Donc ça va. On va se C'est un calmer. trophée. Jamais, On doit commencer avec les bases. Ligue Europa et puis Champions League. Non, c'est bon. On a déjà un trophée. On a la C2. On n'a pas besoin de bâtir les choses. Non. C'est bon. Paris a déjà la C2. Pas besoin de la C3. On a tellement vanné les Marseillais d'être dans cette Ligue Europa que s'y retrouver à regarder du foot le jeudi soir, pas possible. C'est pas possible. Donc on espère de toute façon, même s'ils gagnaient face à Newcastle, il fallait forcément gagner aussi face à Dortmund pour être premier de ce groupe. Donc maintenant, on va voir si Kix, le grand Kylian Mbappé, va pouvoir porter enfin cette équipe. Et surtout, c'est horrible à dire, mais si Zaïre Emery, un gosse de 17 ans, peut aussi apporter toute sa classe, c'est avec grand plaisir. On bascule du coup, par les Europa League, on va basculer en Europa League. On y va les deux pieds dedans parce que du coup, on a Lens qui a éliminé de la course au huitième. Ils ont pris un cinglant 6-0 contre Arsenal. Je vous avais dit j'avais dit des têtes 3-0. Bon, vous aviez été Il avait été chauvin. Bon, c'est Pardon. pas passé. Pardon d'avoir cru en vous, les nordistes. Et donc voilà, donc 6-0, Lens éliminé. Par contre, il faut qu'ils gagnent parce que au match nul, dans le pire des cas, mais s'ils perdent face à Séville, les deux équipes se retrouvent à 5 points. Mais du coup, la différence de but, elle serait défavorable aux Lensois. Donc, victoire ou nul, obligatoire. Et puis, pour qu'une aventure européenne continue pour les Lensois, parce qu'ils ont quand même fait quelques belles choses, ils ont fait rêver leur public. Donc, ça serait bien de continuer dans ce sens-là. Messieurs, qu'est-ce que vous voyez pour ce prochain match? Séville, est-ce que ça passe? Oui, je pense que ça joue beaucoup dans la faveur des Lensois. Même s'ils ont été techniquement éliminés de la Ligue des Champions, ça joue en leur faveur parce qu'ils jouent à domicile. Avec le stade de Bollard, c'est évidemment, ça joue en leur faveur. Aussi, c'est l'aspect, ils peuvent aller avec le match nul. Et je pense franchement, ce club, il mérite de jouer dans la Coupe d'Europe. Enfin, dans la Ligue Europa, l'aventure, il mérite pour l'aventure de continuer. Donc, mais Séville aussi, c'est aussi une grande équipe. Il y a des joueurs là-bas, Nesri, Sergio Ramos, etc. Il y a beaucoup d'expérience européenne. Et s'il peut utiliser cette expérience de jouer dans un stade comme Bollard, il peut créer un espoir. Les experts de la Ligue Europa. Mais je pense que ça joue beaucoup dans la faveur de Lens, surtout de jouer
à domicile, je crois. Moi, comme, comme tu l'as dit, c'est vrai que on sait très bien, on connaît l'amour qu'il y a entre Séville et la Ligue Europa. Je crois qu'ils sont à 7 titres, 8 titres. Hein, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est assez phénoménal. D'ailleurs, champion en titre. Et en fait, à chaque fois, ils vont en Ligue des Champions, ils se font éliminer, ils vont en Ligue Europa, et là, ils la gagnent. C'est un cercle vertueux pour eux. Mais je pense aussi que la balance penche en faveur des Lensois, qui n'ont besoin que d'un nul minimum, et donc d'une victoire pour espérer encore rêver encore quelques matchs en Ligue Europa. Donc à voir. En plus, ils ont l'équipe, je pense, pour atteindre minimum ces quarts de finale de Ligue Europa, voire les demi-finales. La finale, ça sera compliqué quand il y a quand même des sacrés morceaux. Il y a du Liverpool, il y a du Marseille, il y a du Brighton pour l'instant. Donc on verra. Mais pour moi, la balance penche un peu plus vers les Lensois, qui n'ont besoin que de ce match nul à domicile pour rêver encore un peu. Ouais, pour toutes les équipes françaises, c'est vraiment important de rester en Europe pour l'indice européen et tout. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Donc, l'avenir, ça vraiment joue l'avenir cette semaine avec potentiellement l'élimination du PSG, peut-être Lens, peut-être pas Marseille, mais c'est pas encore fait, hein, c'est pas encore fait pareil. C'est pas encore fait. Donc, ça peut être une bonne semaine pour le football français ou une semaine d'enfer. On ne sait pas. Un Anglais Ouais, qui c'est s'inquiète ça la magie. pour notre indice. Ouais. UEFA. Le mec, il a 600 clubs tous les ans, il est saoul. Non, après, je suis d'accord avec vous. De toute façon, pour Lens, il faut regarder aussi la forme actuelle qui est quand même en faveur des Lensois. Donc, il reste sur un match nul contre Montpellier, mais si on regarde Séville, ils viennent de perdre contre Majorque. Donc, ils sont 16e, ils viennent de perdre contre le 15e. Qui est un match important pour eux. C'est pas une très très grosse saison pour Séville. Ouais, c'est très compliqué pour Séville, surtout que même économiquement, ils sont dans le rouge. Donc, ouais, c'est compliqué pour eux. Mais ça reste un club historique, ça reste des joueurs d'expérience. Quand on voit du Sergio Ramos, El Nesiri, enfin, ça reste même Jesus Navas. Le mec, ça fait 46 ans qu'il est sur le côté droit et est toujours aussi fort. Donc, voilà, donc ça reste des joueurs d'expérience qui aiment ce genre de match. Est-ce que ça va les galvaniser? Ça, c'est tout le risque. Quand on sait qu'une équipe est au pied du mur, elle peut que remonter. Donc, j'espère que ça sera pas demain soir, enfin demain après-midi du coup, parce que c'est 18h45. Ouais. Ça marche. Et c'est bien 7 titres, hein, Europa League. Ouais. Exactement. Ok, donc on reste en Europa League, enfin du moins on bascule avec la finale du groupe B, donc Brighton contre l'OM. Donc on a Marseille premier de groupe, 8 points et Brighton 7e. Donc il faut une victoire de Brighton s'ils veulent espérer passer devant l'OM. Donc on a le dernier match de Brighton ce week-end, c'était contre Burnley, qui est avant-dernier de Première Ligue, et ils n'ont pas fait mieux que un partout. Alors que l'OM a réussi à se détacher avec une victoire 4-2 à Lorient, avec des attaquants enfin en forme, Aubameyang encore buteur, Klose buteur aussi, Mbamba, voilà. Donc voilà, Brighton 8e de Première Ligue, l'OM qui revient de remonter à 6e place. Match intéressant, vraiment intéressant comme affiche. La finale. Waouh! Waouh! Ça va être un match. Un match intéressant, un match incroyable. J'ai de grandes attentes pour ce match-là. Mais je peux never. J'ai un peu d'angoisse comme fan de Brighton aussi, parce que hier soir, j'ai regardé le match de Marseille contre Lorient. J'ai regardé le premier mi-temps avec les 4 buts et tout, l'efficacité de Aubameyang et la façon dont ils ont passé le ballon avec la vitesse et tout, ça me donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'angoisse. T'es allé 4 fois aux toilettes apparemment en première mi-temps, d'après ce que me dit Axel. Ouais. T'es allé 4 fois aux toilettes en première mi-temps. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Mais après, c'était bizarre pour l'OM parce qu'ils ont joué un match à 80 minutes, je pense. En 40 minutes. 40 minutes. Pas 80.
Donc, ils ont pas fait un match complet parce que le deuxième mi-temps, ils ont montré leur capacité d'encaisser le but en termes de leur fragilité défensive. Il y a bref, il y a un petit peu de fragilité mentale aussi. Et c'est un truc un peu similaire avec la façon dont Brighton on encaisse des buts, on marque et on encaisse les buts. On a marqué, je pense, sur le 30e match d'affilée, un truc de ouf comme ça, mais on n'a pas gardé on n'a pas avoir un cage, un biellé depuis, je sais pas, depuis Ligue Europa contre Ajax. Donc, vraiment, j'ai d'angoisse. Mais ça va. De le côté de Brighton, on est qualifié pour un prochain tour. On ne sait pas si c'est plus tard ou pas. Mais c'est mieux, je pense, à domicile contre Marseille. Je pense que la présence, c'est plus sur Brighton que Marseille. Non, c'est sûr. C'est sûr, tu as assez bien résumé le choix. Après, moi, je suis forcément un tiers gagnant, entre guillemets. Si jamais Brighton gagne, je serais forcément heureux. Si jamais Marseille gagne, l'indice UEFA sera gonflé. Donc, en tant que Français, parce que ça m'arrive d'être Français, je suis parisien avant tout, mais si jamais je prends la globalité, c'est plutôt cool. Mais ouais, non, comme tu as dit, Marseille, le problème, c'est qu'ils vont être extrêmement forts les 45 premières minutes. Et après, je pense que c'est plus un déficit physique que mental, parce que le système de Gattuso pompe énormément d'énergie aux Marseillais. Et quand tu vois la profondeur de banc, qui malheureusement est pas forcément adaptée aux 11 qu'il y a devant eux, il y a vraiment un gros écart en termes de qualité de joueur. C'est là où c'est compliqué, je pense, pour eux de garder tout ça sur 90 minutes. Donc, ouais, on espère quand même que vous pouvez enregistrer ça quand même, mais que l'homme va gagner pour durant cet indice UEFA et montrer que les Français, on n'est pas non plus des branquignoles et une Farmer League, comme on dit, sachant que tous les grands clubs du monde ont des joueurs français. Donc, la Farmer League, on en repassera. Exactement. Donc, on verra bien. Affaire à suivre, match intéressant ce week-end, et puis pas ce week-end, pardon, cette semaine. Je suis en train de lire mes petites fiches parce qu'on va basculer sur le quiz, messieurs. Quiz. Je sais qu'il y a de la pression, Georges, ça va bien se passer. Pas de stress. Pas de stress. Déjà, la dernière fois, tu nous as fait une meilleure performance. Hein. Ouais, je suis comme l'OM cette saison, c'est un progrès net. Je vise un progrès net. Mais, ça ne peut pas être pire. Pire, ça s'appelle du handball, donc t'inquiète, t'es large. Alors, le quiz, messieurs, on va basculer un petit peu comme la dernière fois avec, je vais vous demander, allez, au moins 11 joueurs en général. Les 22, donc, parmi les 22 joueurs qui ont démarré le match de la Coupe du Monde, rappelle-toi, 2018, souviens-toi, la belle année, victoire 4-2 pour la France. Allez, donnez-moi 11 joueurs. Bon, quand même. Allez, vas-y, Axel, tu peux démarrer celle-ci. Hugo Lloris. Oui. Allez, Georges. France-Croatie. Samuel Umtiti. Oui. Raphaël Varane. Oui. Manger mon pavard. Oui. C'est mon poteau. Lucas Hernandez. Oui. Paul Pogba. La pioche, c'est bon. N'Golo Kanté, qui est malade et qui sort à la mi-temps. Oui. C'était un 3, milieu 3, non, je sais pas. Il y a 4. Il y a 4. Kylian Mbappé. Un 4-2-3-1, mais l'ailier gauche est un milieu de terrain. Ouais. Kylian Mbappé, oui. C'est sûr. Olivier Giroud. Olive, ouais. Donc on manque de joueurs. À la vitesse où vous allez, on peut balancer les croates après. Antoine Griezmann. Oui, Antoine. Et Blaise Matuidi. Blaise, ouais. Parisien.
qui était à la Juve à l'époque. Vas-y, on passe sur les Croates. Hein. On a fait Allez. les 11. Allez. Ouais, massacrez-moi ces beaux noms croates là. Allez, George. Vida. Mais je sais pas le premier. Qui ça? Le nom. Vida. Vida, Ouais, Vida. en défense, ouais. Défenseur central gauche. J'ai des cauchemars de son performance contre l'Angleterre cette année-là. Donc, ouais. Vida, ouais. Ah putain. Subasic au cage. Ouais, Subasic au cage, ouais. Daniel Subasic, ancien de Monaco. Très bon d'ailleurs. Toujours en hitch. Petite. Maintenant, c'est maintenant que je suis perdu. Je vais avec Modric. Juste Modric. Modric, c'est pas énormément de risques, quoi. Ouais, pas de risque. Pas du pied. Du coup, buteur Perisic. Ouais. Côté gauche. Oh, le milieu, tu l'as, Georges. Ok, fan du football. Kovacic. Qui ça? Kovacic. Matteo Kovacic. Il démarre pas. Il démarre pas. No way. Wow. Ah, du coup, c'est Rakitic. Rakitic. Mandzukic. Rakitic. Ouais, Rakitic, c'est bon. Ouais. Mandzukic, c'est bon. T'as un ancien Lyonnais en défense à droite. Lovren. Ouais. Et après, pour les autres, je peux vous pardonner parce que c'est pas ce qu'il y a de plus. Oui, j'arrête maintenant parce que. Ok. Et vas-y, c'était qui les autres? Parce on avait un milieu de terrain, donc juste devant la défense, il y avait Brozovic. Putain. En attaque à droite, enfin milieu de terrain à droite, à côté de Modric, il y avait Rebic. Ouais, Ante Rebic. Latéral gauche, Strinic. Ok. Et à droit, alors là, le nom Vrachelko. Ouais. Désolé aux auditeurs croates qui doivent être très nombreux. Ancien du coup de l'Atlético Madrid. Voilà. Bon, victoire d'Axel, mais Georges, ouais, tu nous as performance quand même plus que louable. Hein. Petit à petit. On sent qu'il connaît bien la musique de VG Dream, quoi. Ouais, je pense que on sent que c'est un clubbeur. Il a pensé le VG Dream pendant la. Écoutez, impeccable. Je vous propose de regarder ces matchs qui vont être intéressants cette semaine. Et puis on peut parler des prochains matchs qui vont se dessiner pour les phases finales la prochaine fois. Avec plaisir. Avec plaisir. Allez, les Seagulls. Allez. Ouais, on va faire ça. Ouais. Allez, Paris. Hein.